Bonjour à tous, je réponds à Alain Soral qui a riposté sur Géopolitique Profonde sur 6 heures suite à notre entretien entre Inger et moi-même, autre long format pendant 4 heures, revisionnant justement Alain Soral au Parti de la France dans sa deuxième partie, pour un entretien vidéo qui quant à lui était de 1h30. Et comme à l'accoutumée, donc à GPTV, le maître du Logos a donné des réponses, on va dire, par l'invective et l'insulte. Hélas, c'est souvent difficile d'identifier à qui il s'adresse précisément, car outre Pierre Hilard et Marion Sigaud, je mentionne ces deux noms au moment où en fait il critique et attaque les catholiques, il ne nomme pas également deux duos durant son intervention, à savoir Egrégor et Monsieur K d'un côté, et de l'autre Inger et moi-même. Monsieur K, il l'aura peut-être nommé sur la fin, voilà. Et en fait, il s'avère que dans cet entretien, là c'est celui entre Inger et moi-même, donc qui précède celui de GPTV, j'ai formulé une critique, peut-être à diverses reprises d'ailleurs, mais d'un genre bienveillant, une critique bienveillante et constructive. Et pourtant, lui ne se gêne guère pour bien froisser les catholiques régulièrement, il ne les ménage pas du tout, de façon répétée et assez véhémente depuis ces dernières années, je pense. Et nous, en réaction, nous ne sommes pas si bien méchants, je parle au nom des catholiques, vraiment en comparaison. Et je pense que c'est notamment parce qu'on l'a apprécié, on l'a écouté pour une partie d'entre nous, notamment chez les néo-convertis, j'allais dire, néo-convertis, bon, ça fait plus de 10 ans que je suis catholique quand même, hein. Et je pense que ce qui rend d'autant plus insupportable les critiques éventuelles que j'ai formulées, c'est justement qu'elles sont bienveillantes aussi, parfois ça crée un effet paradoxal. Et je pense que ça fait maintenant 15 ans que je suis un peu dans la formation et l'action politique, j'ai 34 ans, vers 19 ans, c'est bien là où j'ai en effet commencé à écouter égalité, réconciliation, des choses comme ça. Je ne partais pas de rien du tout, puisque j'ai un père forissonien, l'air de rien. Si vous regardez aux éditions Acribeia, vous pourrez trouver un petit ouvrage, un livret, qui se nomme Holocausticon. Donc voilà, j'ai commencé... sinon, les interventions de Soral m'avaient intéressé justement à l'époque. Je me suis orienté assez rapidement vers les doctrines nationalistes. Et il s'avère que j'ai été un lecteur donc de la première partie, surtout de la bibliographie et d'Alain Soral, comme de Philippe Ploncard d'ailleurs, Jacques Ploncard, et il en est un peu de même avec Joseph Merel d'ailleurs. Pour la deuxième partie de leur bibliographie, en général, j'ai moins suivi et je suis passé à autre chose, si j'ose dire. Donc voilà, je vous propose une petite réponse en quelques temps. Là, j'ai un peu contextualisé la chose et on va traiter de divers sujets pour en venir à quelque chose d'un peu plus médiocre aux personnes, en essayant de proposer du vrai, du mesuré et de l'humour, essayer de cultiver un peu l'esprit sans renoncer à la joyeuseté. Il faut le savoir, c'est écrit dans Comprendre Mein Kampf. Donc premier petit sujet, et pour ne pas être trop conflictuel d'ailleurs, c'est ce que j'appellerais le mysticisme. On va commencer en douceur et abonder un petit peu dans le sens de Soral, c'est que tout ce qu'il dit, ou presque, à l'égard de Pierre Hilard, je suis plutôt d'accord. Il me semble qu'il s'ose sur le thème des Loubavitch, je ne sais plus ce qu'il a dit précisément là-dessus, mais ce faisant, il attaque surtout le catholicisme et les catholiques, en fait, à travers ce nom-là, comme je le disais avec Marion Sigaud et tout ça. Alors que ce qu'il critique surtout, chez Pierre Hilard, le côté pétition de principe religieux et tout ça, c'est en fait ce que j'appellerais le surnaturalisme. En cela, je suis d'accord. Il y a un peu une confusion dans les termes. Entre France et Église, on dirait que c'est la même entité dans les paroles de Pierre Hilard, par exemple. Également, ça manque de distinction entre nature et surnature. La nature et la grâce sont un peu confondues. On ne comprend pas bien où ça se situe, alors que voilà, la nature fait partie de la création divine également, mais elle est existante, elle est préexistante, elle est physique, elle est là, et la surnature vient surélever un peu ces choses, un petit peu comme on ne confondrait pas saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T. Un esprit saint dans un corps saint bien sûr, mais la sainteté c'est d'un autre ordre en fait, et ça vient un peu surélever, corriger notre nature, c'est comme ça que saint Thomas d'Aquin en parlera. Et donc de tous ces surnaturalistes, complotistes, prophétistes, etc., je crois que c'est Joseph Merel qui avait trouvé une petite formule assez sympathique en disant ce sont les chevaliers perdants de l'Apocalypse, ou je crois que la formule est même mieux que cela en temps normal. Bon. Deuxième petit sujet pour s'amuser un peu, à un moment donné, il est question de chiens et de créationnisme. C'est un peu étrange et ardu, on ne sait pas trop dans quelle matrice Soral nous emmène, puisque sa mémoire lui faisant défaut,
et à diverses reprises, et il le dit d'ailleurs, il est un peu confus. Je crois que dans cette intervention entre Inger et moi, nous avons réagi très tardivement à ce propos, où il est question de chiens et de réverbères, etc. Et il s'avère que Inger avait juste fait une blague de second degré, alors que là, dans l'intervention GPTV, le maître du Logos fond littéralement un plomb. Et sans entrer dans ce thème, un petit peu comme je ne suis pas rentré dans le thème des Lubavitch, je ne vais pas rentrer dans le créationnisme, dans le débat de science, etc. Mais je pose une petite question taquine, inspirée par l'événement, parce que ce chien qui pisse sur le réverbère dans la vidéo, la légende ni ne confirme ni n'infirme si ce chien est Poupetto. J'aimerais savoir son nom, voilà, s'il pouvait un peu nous éclairer, éclairer ce dossier, voilà, ça sort les dossiers. La misère du Logos, la misère du désir et tout ça. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en profondeur et dans des sujets un peu plus sérieux. La race et la religion. Je commence par la verticalité. On va y aller de haut en bas avec la foi et la morale. Et là, on va toucher du doigt un gros problème chez lui. C'est qu'il est non identifiable. C'est un ovni, un peu comme les transgenres ne sont pas genrés ou prétendument tels. Là, religieusement et politiquement, d'ailleurs, il est très difficile d'identifier Alain Soral. Il y a un coup, je suis catholique, et ben non, je suis martionniste, et en fait, je suis néo-thomiste, sikh, d'ailleurs, il le dit, hein, à diverses reprises, néo-thomiste. Alors, est-il néo-thomiste un peu, peut-être, plus ou moins raisonné, d'accord, mais pas vraiment, en fait. Ce qu'il est, c'est un peu plein de choses. Il est un peu plein de choses, et ce plein de choses semble même être très contradictoire, parce que Marcion et Saint-Thomas, c'est compliqué quand même à unir. Mais lui n'est pas dérangé par cela. C'est ça qui est amusant si on est de bonne humeur, ou alors consternant, plus à vrai dire. Si c'était une blague, ça serait amusant, mais là ça n'en est pas une, donc ça jette plutôt le discrédit, je dirais. Et là, il y a en quelque sorte une nouveauté, après vous me direz, je ne suis pas tous ces entretiens vidéo, mais il ne me semblait pas entendre cela dans ses discours précédents. Là, il méprise carrément la science théologique. Alors que, en tant que chrétien, et il le sait, c'est ça le pire, c'est que je lui apprends rien, c'est évident que la théologie, c'est la plus haute science, c'est celle qui est proche de Dieu, donc c'est un niveau qui surpasse toutes les autres. Et en plus, là, paradoxalement, il fait l'éloge de l'islam, encore une fois. C'est-à-dire qu'il valide l'islam en tant que tel. Je vous épargne l'histoire, j'ai pas compris. Un maghrébin expatrié à Dubaï, qui serait fier d'être français, donc qui apporterait son soutien, voire le financerait. Allez chercher, je n'ai pas compris le propos, ça part dans tous les sens. Et en plus, on y parle helléno-christianisme, en fait. Le logos et la grâce. Ah bah non, sans la grâce, ici. Elle n'y est pas. Et même le logos, on se demande, on est en droit de se le demander. Autre affront d'ailleurs, et je vois que c'est la critique sociologique et machin, mais il dit « je ne vais pas à la messe, grosso modo, pour ne pas vous croiser, parce que vous serez plus pervers que chrétien », quelque chose comme ça. Propos irrecevable. Et déjà, de qui parle-t-il ? On a envie de faire comme Pasternak et de dire « qui ?» On a envie de demander « qui ?» Pas de façon hystérique quand même, parce qu'on est, voilà, on est quand même... je suis pas un goy du Nord, mais voilà, on pourrait dire ça comme ça. Donc, cher chevalier Bayard, laissez-moi vous dire qu'on va à la messe pour sauver son âme. En fait, on se fiche éperdument du voisin, dans l'absolu. Si le voisin c'est un bon gars, tant mieux. Si c'est pas un bon gars, tant pis. Hein, on va pas à la messe pour les mondanités, et encore moins en priorité, en tout cas. Quand bien même Ecclésias est l'Assemblée, et la communauté peut se former à partir de là, devant voilà, le fait liturgique et tout ce que vous voulez. Donc il mélange également, ça c'est plutôt vers la fin, catholique, traditionnaliste et gauchiste, en fait, au nom de quelque chose qui peut s'entendre au premier abord, le fait de proclamer une espèce de loi universelle. J'entends bien le propos. Cela dit, même là, je pense pas lui apprendre grand-chose, mais on dirait qu'il fait abstraction de cela uniquement pour critiquer bassement, en fait, les catholiques en règle générale. Mais le monde moderne est un espèce de judéo-christianisme sécularisé. Donc ça, c'est le premier point. Les gauchistes, en quelque sorte, caricaturent les chrétiens dans cette pratique
uniquement dans ce côté abstrait, eux au nom de principes complètement différents, ou de non-principes, si vous voulez. Mais en fait, c'est quelque chose d'inhérent à l'homme. Là, peut-être qu'il n'y pensait pas, mais la théologie politique de Carl Schmitt le démontre très bien. En fait, c'est inhérent à l'homme. On a besoin de faire, en quelque sorte, de la théologie, de la transposer en société, en politique et tout ça. Sauf que là, c'est de la pseudo-théologie chez les gauchistes. C'est plutôt au nom de la laïcité et de l'antiracisme, etc. Donc eux, ils sont fondés sur les délires et le pathos personnel, etc. Alors que nous, singulièrement, il s'agit de la religion révélée. Cette religion à laquelle vous dites croire, monsieur le chevalier Bayard, par moment. Alors, martionniste, automiste, je ne sais pas quoi, il va falloir choisir, mais voyez, je m'arrête là pour ne pas enfoncer le clou plus que cela. Mais voilà, à un moment donné, il faut choisir et de façon raisonnée. Le racialisme. Très longtemps adepte de la réponse facile, notamment avec la présence d'Éric Zemmour sous les feux des médias, etc. Je me souviens que Alain Soral tenait un discours légèrement différent, où il amenait sur son terrain en quelque sorte. À un moment donné, il était face à Lucien Cerise qui lui tenait un discours identitaire, on va dire, pour faire simple. Alors lui, tout de suite, il a dit national-sionisme, des formations professionnelles, et ça peut s'entendre vaguement comme parallèle, mais c'est toujours amener la personne sur son terrain pour le réfuter très facilement. Et là, dans cette vidéo, il y a donc une petite différence, donc je parle toujours de celle à géopolitique profonde. Il dit oh oui, je suis un peu identitaire, un peu marxiste, il lâche 3-4 mots, je crois qu'il y a souverainiste là-dedans, et tout ça. Donc là, c'est un peu pareil. Dans l'absolu, j'ai rien que l'on s'inspire de différents courants, un côté pluridisciplinaire, cultivé, etc. Ça peut être louable dans une certaine mesure. On peut s'inspirer de doctrines partielles, voilà, pour des choses précises. Il y en a qui s'amusent à le faire avec Hegel, etc. Voilà, pourquoi pas. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder. Et là, il y a le côté quand même pétition de principe de poser et rejet immédiat. Pour l'ethnicisme en tant que tel, parce que là, l'objet du propos, en fait, il dira qu'on rêve, en quelque sorte, sur le thème du pays homogène. Donc, selon lui, ça serait un genre de déni de souhaiter un pays homogène, en quelque sorte. Or, ce n'est pas un songe, c'est un projet rationnel, positif, bénéfique, logique, et pour l'avoir, il suffit déjà de commencer par le vouloir. Si de base, on a des gens comme Alain Soral qui dit non, non, surtout pas, on est un frein. Et si on est un frein à quelque chose qui est bien, mieux vaut que l'on saute. Et il le sait en plus tout ça, qu'une société plus homogène est moins conflictuelle, plus unie, plus belle même. C'est mieux, ça n'empêchera pas tout conflit d'ailleurs, il faut les accepter, c'est la nature humaine, ce sont les sociétés, c'est comme ça, mais mon voisin me ressemble jusque dans la matière, jusque dans les traits physiques. C'est mieux comme ça. Voilà, donc il n'y a pas de déni, il n'y a pas de délire, c'est un projet rationnel, quand bien même aujourd'hui on aurait quelques grosses difficultés. Je signalerai que la fin de l'Empire romain, la ville de Rome est ultra cosmopolite, et comme il n'y a plus vraiment d'argent à se faire et une vie assez stable et mondaine, l'immigration, oui, les descendants d'immigrés repartent d'eux-mêmes. Donc ça peut aussi se provoquer de diverses façons. Je parle même pas de remigration et tout ça, je rentre pas dans ces thèmes, mais vous voyez l'idée. Donc non, il faut cette juste union entre l'ethnique, le politique et la morale. C'est tout. C'est tout le reste la morale contre l'ethnique contre la morale, ça on n'arrête pas. Hein. Qu'on soit chrétien, païen ou que sais-je, ça n'arrête pas dans le milieu. Les chrétiens entre eux, etc. Certains ont plus compris un aspect que l'autre. On n'arrive pas à avoir à penser global, quoi. C'est amusant. Donc voilà, petite réponse aussi sur Tonton. Donc là, c'est un petit peu dans la foulée. Hein. On va défendre l'honneur d'un certain chancelier. Donc son propos, à un moment donné, est de dire je m'inspire de Lénine pour prendre le pouvoir et de Staline pour le maintenir.
Et donc le sous-entendu, enfin c'est pas vraiment en filigrane, il l'affirme même carrément, c'est l'idée un petit peu de soutenir le vainqueur. Ah, ils ont gagné, je soutiens, ils ont gagné. C'est l'équipe qui gagne, le principe de l'équipe qui gagne, et la praxis. Donc moi déjà, le premier point où ça me pose un problème, j'ai envie de dire, mais d'accord, tu prends le pouvoir, d'accord, tu le maintiens très bien, pour faire quoi? En fait, il manque l'essentiel, c'est énorme. Est-ce que tu administres la société vers le bien commun, oui ou non? On ne sait pas. Il a pris le pouvoir, il l'a maintenu. On ne sait pas pour faire quoi. Des parades LGBT, on ne sait pas pour faire quoi. Donc c'est un peu... ça fait écho à ma critique, ça, des souverainistes. Pareil, je veux être souverain au niveau étatique, politique, etc. Ma réponse, c'est d'abord, d'accord. Mais pour faire quoi? Une société homogène ou une société cosmopolite, athée, etc. Parce que là, c'est en fait... le mondialisme me jette dans la fosse. Moi, je dis non, 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 je suis une grande personne. Je me jette moi-même dans la fosse. C'est ça l'idée. Donc on est grand, mais on est un petit peu idiot, quoi. Et donc ce propos de Lénine-Staline, c'est en fait une critique d'Adolf Hitler qui est vu comme le perdant. C'est le méga loser de l'histoire, si vous voulez. Alors que, et là je reste sur son même terrain logique à lui, il a aussi pris le pouvoir. Et il l'a aussi maintenu. Parce qu'il y a 6 années de paix et 6 années de guerre dans son régime. Après, il perd en 1945. Bah, très bien. Dans les grandes lignes, on va pas faire une conférence, mais dans les grandes lignes, c'est ce matérialisme international avec 2 blocs, libéralo-américain et russo-soviétique, qui se sont alliés contre lui. Essentiellement, c'est dû à cela. Après, il y a sur place en interne, le communisme en Europe, gaullisme, etc. Voilà. Mais essentiellement, ce sont ces 2 gros blocs. Et là, le pire, encore une fois, ce qui est énorme, c'est que je ne l'apprends pas, quoi. Donc, quel est ce choix? Et là, pareil, je reste sur son même terrain logique. La France, elle est gagnante. En 40, elle perd. Donc, Hitler a perdu, donc je le soutiens pas. Staline a gagné, donc je le soutiens. Mais la France a perdu aussi, du coup, qu'est-ce qu'il faut en faire? Faut l'abandonner, faut la détruire, elle a perdu, quoi. Donc voilà, ces propos, là, CES, hein, ces propos, n'ont aucune assise logique. C'est illogique, et c'est épuisant de le constater. On va rentrer un peu plus d'ailleurs dans ce détail, donc, avec la personne du virtuose du logos. À un moment donné, il dit qu'il n'est pas démodé, et j'abonde dans son sens là aussi. Je me demande s'il reprend pas, sans trop le savoir d'ailleurs, mon propos, avec le canal Inger, où je l'ai dit, il n'est pas démodé. La seule différence, c'est qu'il y a un lustre, une décennie, hein, ça se compte en 5-10 ans, quelque chose comme ça. La vitrine d'égalité et réconciliation était un bloc unique, qui prenait énormément de place, il n'y avait pas beaucoup d'antennes. Je dis pas qu'ils font concurrence, mais qui sont différentes et qui avaient une sphère d'influence. Même Pierre Hillard, qui avait une bonne surface, il était relayé par Égalité et Réconciliation. Johan Livernet, beaucoup moins, il avait sa surface à lui. J'existais aussi moindrement, etc. Donc tout ça, c'est un contexte de il y a 5-10 ans, voilà, c'était comme ça. Mais là, de toute cette influence, on lui en est gré. On le remercie, hein, c'est très bien tout ce qu'il a pu faire jusque-là. Mais maintenant, ça se sépare un petit peu en canaux partagés. Et devant cette amphigourie permanente qu'il propose, cette capacité à mélanger 1000 choses, en fait, je pense qu'il a une grande culture, c'est pas faux de le dire, mais par certains aspects mal digérés, mal dégrossis. Il y a un petit côté, et puis il y a d'autres points faibles sur lesquels je ne reviendrai pas spécialement, mais il sacrifie pas mal aussi au populo-conspi, si vous connaissez cette expression. C'est un peu une assurance-vie, ça, parce qu'on fait beaucoup de vues. Avec les potins complots, etc., on fait beaucoup de vues. Donc sans ça, je comprends qu'une antenne, un journal, etc., ne survit pas beaucoup. Est-ce qu'il faut intéresser les gens? Il faut envoyer du sensationnel, un petit peu, hein, on est là. Mais devant cette contradiction, quand même, si quelqu'un vous dit « je suis libéral et fasciste », par exemple, vous vous dites, soit c'est un comique, soit c'est un maboule, mais l'adjectif qui vient, il va pas être spécifiquement positif, quoi. Ça va pas être très élogieux. Donc, à la fin, qui êtes-vous?
monsieur, et nul ne sait. Je l'ai dit religieusement tout à l'heure, sur le thème religieux, je veux dire, et là, pareil pour celui politique, marxisto-barésien. Mais encore, même ça, non, je ne sais pas, c'est... Donc voilà. D'ailleurs, il y a certaines figures d'égalité et réconciliation passées ou présentes qui peuvent lui ressembler de cette façon-là. Bon, vous me direz qu'ils se ressemblent, ça semble, mais cet aspect un peu non identifiable. Mélange de droite et de gauche, même si ces clivages ne veulent pas dire énormément de choses. On préférera celui de nationalisme et de globalisme, par exemple. Mais voilà, on mélange plein de tendances, on ne sait pas trop ce que l'on clame, en fait. On ne le sait pas trop. Par contre, excellent dans sa communication orale. Et donc là, on touche du point quelque chose. C'est un tueur de la verve, un tueur de la tchatche, 20 sur 20. Mais pour un résultat embrouillé. Ça fait bonimenteur, quoi. Certains disent... ça, on l'entend souvent, hein, ça fait longtemps. Le problème, c'est Soral et non ses idées. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien ce qu'ils disent, ce qu'il dit. Mais pas sa personne en tant que telle. Genre, il est humainement difficile. Et tout ça. Mais en fait, humainement, j'en sais rien. Mais ses idées, lesquelles? En fait, c'est un peu le... Soral a presque toujours raison. Oui, à quelle heure? C'est à 13h, il fait l'éloge d'Adolf Hitler, et à 14h, il le pointe du doigt. Il dit que Marx lui fait des choses pas très saines. Pour ceux qui ont la référence, hein, voilà, il y a des choses pas très saines, il y a des militantes qui se sacrifient, il y a des petites choses comme ça. Hein, je sais pas s'il a un hôtel chez lui, mais... Donc voilà, problème central, c'est vraiment ça. Très bonne parlotte, mais juxtaposition de choses vraies et fausses. Et de façon permanente. Donc c'est... même là, je parlais de l'islam tout à l'heure, je sais pas si... C'est pareil sur les Arabes, il y a un côté... rentre chez toi, mais vive l'islam, mais si t'es un arabe assimilé, ok, t'es pas une racaille, ok, mais l'Algérie c'est de la daube, et il y a vraiment ce côté main tendue et gros crochet dans la tronche derrière. À quoi ça sert des fois, je sais pas, c'est une tactique un petit peu ça, de brosser dans le sens du poil quelqu'un, comme ça tu l'amènes à toi, et puis en fait il y a une dialectique qui s'installe, enfin je ne sais pas. Ça me dépasse un peu, je préfère en effet le côté raisonné et thomiste, mais vraiment quoi. Peut-être pas néo-thomiste de la lune plate. Autre fait risible, à un moment donné, il assène des « je suis humble ». Alors là, c'est le gros défi, hein, essayer de ne pas rire, les bras m'en tombent. En fait, ça ne se dit pas, c'est d'un mauvais goût insigne, ces choses-là. Ce type de qualité, c'est... alors quand on dit qu'on les a, c'est le moment où on les a pas. On manque à la sagesse de façon manifeste. Et c'est d'un mauvais goût insigne. Donc il suffit. Propos de trop. On se met un peu trop en avant, et pas pour les bonnes choses et de la bonne façon. Il y a un moment des critiques qui sont à prendre pour les mouvements aussi, parce que il parle d'action stérile ou que ça ne l'intéresse pas. Un peu ces deux tableaux, et méprise au passage un petit peu le parti de la France d'ailleurs, donc il va pas se faire que des amis, et ça ne l'intéresse pas, mais il le commente. Là aussi, je vais pas dire une 10e fois le mot contradiction, mais vous comprenez l'idée. J'espère avoir un petit peu prouvé l'objet de l'intervention, entre autres choses, et on n'est pas tout au bout. Ou alors c'est qu'il s'abaisse à commenter la médiocrité, ça peut être ça aussi. Et moi je trouve que toutes les antennes environnantes, pas trop loin de celles que je peux fréquenter ou quoi, au contraire, avec de faibles moyens, je trouve que c'est assez porteur. On peut même le voir en termes de vues ou de création de structures ou de choses comme ça. Rivarol, le mouvement national catholique, le canal Inger, j'étais passé chez Nicolas Bouvier il n'y a pas trop longtemps, voilà, ça ne stagne pas trop. Moi je trouve ça porteur, plutôt positif pour l'avenir, quelles que soient les imperfections de ces choses. Donc souffrez un peu que je m'introduise, parce que dans cet entretien à géopolitique profonde, donc à un moment donné, c'est quasi sûr que ce propos me concerne, il dit tête de crétin, voire de con, etc. Donc il se perd, il se répand en imprécation, en débilité, en facilité, en critiquant sur le physique. D'ailleurs, c'est même pas un argument de fond, c'est un peu faible. Je soupçonne un peu là, d'ailleurs, le Goy du Nord, hein, parce que j'ai un peu la tronche du Languedoc, hein, moi j'ai la tête de mon paternel,
Ça n'est pas loin de Cyrano de Bergerac, même si c'est pas tout à fait la région, mais voilà, il s'avère que j'ai en effet un nez assez proéminent. Je ne sais pas s'il parlait de ça, mais j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis tout à fait content de ce que je suis, de la peau que j'ai, il n'y a pas de problème. Et il y a un petit décalage d'ailleurs de ce côté-là, en particulier du nez, mais notamment à cause d'un accident d'enfance, ou encore de la pratique de la boxe qui n'a pas dû arranger les choses. Ça fait bien une décennie aussi que j'en fais. Mais que dirait-il, lui, si on lui renvoyait ce type d'attaque basse, en fait? J'ai un ami qui dit vieux chauve à lunettes, comme ça, ouais, bah voilà. Qu'est-ce que ça apporte? C'est gratuit, c'est cadeau, ça apporte rien, voilà. Donc bon, peu importe, rien, je n'ai rien à prouver. Il critique de façon générale les catholiques en les mettant tous dans un panier, en parlant de catho-bourgeois. D'ailleurs, il semble pas faire la distinction avec les convertis, je vais pas dire néo, parce qu'on n'est pas des néophytes non plus, dans le thème du travail, donc en particulier. Moi, j'ai connu quelque chose qui s'apparente au maraîchage pendant 4-5 ans. J'en ai eu des courbatures, le travail nocturne, même dominical, j'ai dû échapper à cela. Arrêt de travail, des choses comme ça, je me suis fait de sacrées choses. Au XXIe siècle, on peut vivre des choses assez péchues. J'avoue que ça n'est pas 14-18, hein, il faut pas abuser, toute raison gardée. Mais voilà, il y a des critiques générales comme ça où on ne sait pas à qui il s'adresse et on ne se sent pas vraiment visé. En fait, on se dit, mais de quoi parle-t-il? Donc, bon, comme je disais, c'est au passé, j'ai connu, maintenant par pragmatisme, je suis quand même en train de gérer un foyer, donc il a fallu un peu se réorienter. Mais voilà, et pour la répression aussi pareil, je suis d'accord avec lui, il est un peu en première ligne, il se prend des rochers dans la gueule, etc. Il y avait là-dessus le fait de la critique de faire moins de vues, etc. Mais aussi, c'est un choix, comme je disais, on ne fait pas du populo-conspi, quand on préfère faire de la formation intransigeante, plus claire, etc., bah ça a son côté plus restrictif, mais on influence les gens plus en profondeur. De dire, voilà, je sais qui a tué Jules César, etc., ça change pas vraiment le quotidien des gens. De leur mettre les idées à l'endroit sur la race et la religion, c'est un petit peu mieux déjà. Et puis en termes de répression, comme je suis, enfin je veux dire officiellement de droite radicale, etc., je suis pas en dehors des radars pour autant. Frédéric Aziza, dans son bouquin là, truc sous un nid d'oiseau, nid de coucou, là, facho sous un nid de coucou, en 2014, il disait déjà que j'étais fiché SS, n'est-ce pas? Notamment avec un hommage à Darnan d'ailleurs. C'était à l'époque Jeune Nation, si j'ose dire, même œuvre française. Et il s'avère que j'ai connu pour motifs politiques diverses gardes à vue, condamnations également, frappé d'interdiction aussi, donc je rentrerai pas trop dans les détails, mais j'ai quand même des petites choses à mon échelle humble qui fait qu'on n'est pas inexistant quand même si c'est pas les 200 000 vues géopolitiques profondes et que sais-je. Voilà, et puis en plus, on reste en place en France aussi, donc il y a toujours un certain risque accru. Donc en conclusion, je ne vais pas vous dévorer votre temps plus longtemps, je récapitule d'ailleurs plus ou moins. Comme je disais, on est souvent très gentil, voire trop gentil, avec le soralisme, parce que il a dégommé le terrain auparavant, à un moment donné où il n'y avait pas grand-chose, notamment parce qu'il vient de la jet-set télévisuelle, en fait. Il a fréquenté tout ce milieu-là, et il a opéré en quelque sorte une scission à un moment donné. C'est ce qui a créé un gros appel d'air, notamment avec Dieudonné, mais comme Soral est politisé, ça structure quand même plus. Ce n'est pas juste l'humour qui a son efficacité, mais qui ne change pas encore les hommes en profondeur. Mais voyez la contradiction permanente, j'ai essayé de le souligner, si des gens ont besoin d'autres exemples, j'essaierai d'en donner, mais pour quelqu'un qui combat le Talmud, c'est une prouesse assez magistrale quand même, hein, de défendre une chose et son contraire et tout ça, c'est merveilleux. Donc sa vidéo part dans tous les sens pendant 6 heures, c'est impossible de soulever la totalité du propos, on ne fera pas ça ici, et il en résulte que donc, derrière cette éloquence, il y a méprise, il y a désolation doctrinale systématique, qui est donc mal invisibilisée. C'est ce que je défends. Si on se laisse avoir par la belle tchatch, on le voit pas trop, mais quand même, c'est l'éléphant dans le salon, quoi.
Donc voilà. Après, c'est ma ligne, j'en démords pas, même si je suis un peu taquin. Honneur à lui, honneur à Alain Soral pour tout le travail effectué. On n'oublie pas, comme je disais, on en est gré. Ce qu'il va moins aimer dans la deuxième partie de ma phrase, en effet, c'est que maintenant, qu'il laisse un petit peu les générations d'après prendre le relais, prendre leur envol, au lieu de systématiquement tenter d'écraser comme un potentat oriental les petites têtes qui dépassent, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc voilà, ce sera tout pour moi cette fois-ci. Voilà, une petite demi-heure, c'est très bien. J'ai une petite idée qui me trotte dans la tête, histoire de mêler euh, idées de fond, c'est ce qui m'anime, avec les potins pour essayer de faire un nombre de vues, à savoir faire un tour des différentes personnalités, et si possible en direct. Comme ça, vous pourriez poser vos questions directement et participer. Ça serait uniquement avec moi, une petite idée que j'ai en tête, et ça n'est pas pour tout de suite. Mais voilà, l'idée serait un petit peu de s'exprimer sur les personnalités lato sensu, vraiment de tout le milieu, dissidence, résistance, extrême droite, complotoïde, machin, appelez cela comme vous voulez. Mais ça pourrait être, je pense, intéressant, un peu l'occasion de rire et de donner quelques solutions. Donc voilà, merci à vous. Ne soyez pas logocède, n'est-ce pas? Et puis, excellente journée ou soirée à vous selon l'heure à laquelle vous visionnez cette intervention.